De retour sur le plateau d'LMTV Sarthe pour notre émission exceptionnelle Centenaire au cœur, à suivre toute la semaine évidemment sur nos antennes et encore aujourd'hui avec de nouvelles interviews, de nouveaux reportages exclusifs dans un instant au plus près du circuit automobile, au plus près des 24 heures du Mans pour vivre intensément ce centenaire des 24 heures du Mans, avec également en fin d'émission on aura une grande émission hommage donc à Paul Frère. Ça sera aux alentours de 20 h et ça sera en rediffusion toute la journée et toute la nuit. Mais d'abord, nos interviews exclusives avec le centenaire en direct et Wolfgang Ullrich, mais plus connu sous le nom de Dr Ullrich. Il était le directeur d'Audi Sport, vous le savez, de 1993 à 2016 sous la direction d'Audi. Il a remporté 13 fois, 16 fois ça fait un petit peu beaucoup, mais 13 fois c'est pas mal quand même, 13 fois les 24 heures du Mans. Notre envoyé spécial Bruno Palmé a eu la chance, l'immense bonheur de le rencontrer avec Gaëtan Wojcicki. Nous sommes sur l'esplanade MMA avec un spot formidable, une vue sur le raccordement, mais bien au-delà, bien évidemment, puisqu'on voit là-bas les virages Porsche. Nous sommes en compagnie du Dr Ullrich, qui a gagné à 13 reprises les 24 heures du Mans avec Audi. Wolfgang, merci d'être avec nous. J'imagine que c'est le début de la grande fête des 24 heures. Ah bon, oui, cette année, le centenaire, ça va être vraiment un grand fête du sport automobile. Je pense qu'on aime un peu le sport mécanique et l'endurance. Cette année, il faut être là, sur place. On sent déjà depuis quelques jours ici qu'il arrive quelque chose de très grand, très spécial. On a préparé au musée une exposition des voitures gagnantes des 24 heures qu'on n'avait jamais vu, et je suis sûr qu'on ne va jamais voir après. Alors, toute la région, Le Mans, la ville, on sent tellement que c'est une course très spéciale, cette centenaire, et je suis très heureux que j'ai la chance d'être encore une fois là et de voir qu'est-ce qui s'est passé la dernière année, parce qu'on a beaucoup préparé pour cette grande fête et les résultats sont impressionnants. Justement, tu parlais des voitures qui sont au musée, et notamment des Audi. J'imagine que tu vas avoir un petit pincement au cœur en les voyant sur la piste, puisque samedi, je crois qu'il va y avoir une parade, ou vendredi soir, avec les Audi qui ont gagné avec toi les 24 heures du Mans. Bon, ça m'a déjà pris pas mal des gouttes de l'eau dans les yeux quand j'ai fait le passage au musée. Mais bien sûr, quand il roule, ça va être quelque chose de très émotionnel et je ne peux pas attendre le moment qui va venir parce que c'est quelque chose d'unique, très spécial et bon, je suis très heureux que ça va venir. Le plateau des voitures hypercar qui est fabuleux cette année, c'est quelque chose en lequel tu croyais il y a quelques années, à condition de changer la réglementation. Bon, nous avons travaillé pour arriver à un niveau comme ça. Ça a pris quelques années, mais c'est standard, c'est normal. Je pense dans ce moment, la CO a pris les bonnes décisions et aujourd'hui, on voit les résultats et que ça se va tellement bien avec les centenaires, c'est superbe. Alors, est-ce que le docteur Wolfgang Ullrich a un favori pour la 91e édition? Peut-être une marque du groupe VAG? Bon, alors, je pense qu'on verra une très belle course. Mais je pense aussi, à côté de ça, que Toyota, quand ils ont la grande chance d'utiliser un peu plus d'expérience qu'ils ont avec la voiture, parce que c'est la voiture qu'ils connaissent déjà depuis 2 ans, même quand il est changé dans les détails. Et les autres, ils sont cette année avec les voitures complètement neuves. Alors je pense que ça va être une chose qui peut jouer pour eux, de côté du meilleur temps pendant la course ou dans les qualifs. Je pense qu'il y a plusieurs qui sont capables de le faire et c'était exactement l'idée du nouveau règlement. C'est ça, parce qu'il y a plus de 20 ans, quand Audi est arrivé au Mans, à la fin des années 90, quand on commence comme ça, en tant que constructeur, j'imagine qu'il y a une grosse pression, qui doit être celle de Ferrari, de Cadillac aujourd'hui, par exemple. Oui, bien sûr, mais il est positif que tous les grands constructeurs sont revenus.
parce qu'on revient au Mans, parce qu'on a choisi un bon règlement ici, un règlement qui va bien avec ça, qu'on va venir chez nous avec, dans le monde automobile. Et je pense que ce sont les premiers pas d'une très belle histoire, retour au Mans avec plusieurs constructeurs, avec des constructeurs qui en parallèle donnent des voitures à des teams privés qui veulent se battre avec les grands. Et c'était un jeu, ça fait quelques années, mais c'était super bien et ça va revenir. Je suis très optimiste et je suis très content d'être là et être une petite partie de ça. Merci Wolfgang Ulrich et bon centenaire des 24 heures. Merci et les meilleures choses, bonne chance pour la CO et pour cette course. Merci. Ouais, docteur Ulrich, vous l'aurez compris, un amoureux du Mans, un amoureux des 24 heures du Mans et un amoureux de la performance. Des performances du jour, parlons-en justement avec Road to Le Mans, la course en ouverture de rideau qui mène aux 24 heures du Mans. Et parmi les pilotes de ces LMP3, le jeune pilote manceau, Mathis Poulet. Là encore, Bruno Palmé a pu le rencontrer avec Étienne Gauthier. Dans le paddock de l'épreuve Road to Le Mans, avec deux courses que nous verrons se disputer jeudi et vendredi, avec là encore un Sartois qui sera en lice, Mathis Poulet, 19 ans, et 8 ans après son titre en karting au volant assez haut. Et cette année, il participe pour la deuxième fois à Road to Le Mans. Alors Mathis, comment cette course se présente-t-elle ? Cette course se présente plutôt bien. Donc je suis dans une nouvelle équipe. L'année dernière, j'avais roulé chez Virage et cette année, je serai chez MV2S Racing, donc avec Mathias Luten, un pilote allemand. Donc la course se présente plutôt bien. Je ressors de tests il y a à peu près un mois au Castellet qui se sont très bien passés. Donc je suis très positif sur l'aspect sportif et j'ai hâte de pouvoir reprendre la piste. Alors la LMP3 est une voiture que tu connais déjà puisque tu as déjà roulé effectivement. Quels sont tes espoirs parmi l'adversité? Parce que je crois qu'il y a 58 voitures sur la grille de départ. Exactement, oui, ça fait beaucoup de voitures. Alors dans notre catégorie, il y en a à peu près 35. Après, il y a une vingtaine de GT qui vont se rajouter, donc notamment Valentino Rossi dans une des GT3. Sur la catégorie, oui, effectivement, le P3, c'est une vraie voiture de course, donc ça passe déjà très vite. En parlant d'objectifs purement sportifs, c'est un petit peu difficile de savoir sur quel pied lancer, parce que c'est ma première course de l'année. Donc je vais découvrir de nouveaux pilotes avec qui me battre. L'objectif clairement c'est d'essayer de faire le meilleur résultat possible et voilà, faire un top 10, top 5 et puis un podium, ce serait juste formidable. En fait comme l'année dernière, puisque tu avais terminé à deux reprises dans le top 10, c'est le sommet de la saison. Ça veut dire aussi que tu ambitionnes toujours de participer un jour le plus tôt possible aux 24 heures du Mans. Bien sûr, l'objectif à terme c'est de faire les 24 heures du Mans. La première étape étant Road to Le Mans, c'est déjà une super belle chose d'être là pour la deuxième fois. Et puis l'objectif bien sûr c'est de faire les 24 heures du Mans d'ici 2-3 ans, ce serait l'objectif. Et puis à terme d'être pilote professionnel en hypercar et de pouvoir vivre un jour de ma passion. Voilà, aujourd'hui c'est un rêve de gosse qui s'est transformé en objectif et je travaille tous les jours pour arriver à cet objectif là. Merci Mathis. Et alors que les premiers essais viennent tout juste de commencer sur le circuit des 24 heures du Mans, retournons justement au plus près de l'action avec Bruno Palmé. On reparle de cette fameuse course Road to Le Mans. 58 voitures sont engagées, dont celle de Valentino Rossi, 9 fois champion du monde de MotoGP. The Doctor est passé donc de la moto à l'automobile et nous avons pu rencontrer son coéquipier aujourd'hui avec Jérôme Polican. Dans le stand de l'équipe belge WRT qui participe bien évidemment dans la catégorie LMP2 aux 24 heures du Mans, mais également à Road to Le Mans avec deux voitures, dont une qui est pilotée par Valentino Rossi et Jérôme Polican, que nous avons la chance de recevoir en notre compagnie. Jérôme qui fait son retour, on va dire, sur le grand circuit des 24 heures. Oui, le grand retour depuis 13 ans que je n'avais pas pratiqué aux 24 heures. Et puis une immense surprise parce qu'il y a encore 3 semaines, j'imaginais même pas être là. Et je voulais remercier Vincent Voss de m'avoir offert ce cadeau, de rouler une nouvelle fois au Mans et puis en plus avec un sacré pilote. Justement, Valentino Rossi, tu as eu l'occasion ce matin de faire une première séance d'essai avec lui. Vous êtes succédé au volant. Des premières impressions, tu le connaissais déjà avant peut-être Valentino ? Alors je le connais, disons que je le vois quasi tous les week-ends puisqu'il fait le GT World Challenge
et qu'avec WRT, on est très souvent les stands mitoyens. On voit l'effet que ça peut faire déjà sur ce championnat au niveau des fans et des connaisseurs. Mais autrement, non, j'avais pas eu l'occasion de lui parler directement. Et c'est un motard, hein, donc beaucoup de simplicité, beaucoup de professionnalisme. Et puis là, on a pu voir au bout de quelques tours, immédiatement dans le coup. Mais ça, il l'a déjà prouvé récemment à Brands Hatch en faisant second au général. Et c'est une grosse performance sur une GT3. Alors il y a quelques années, tu as fait débuter un autre champion du monde, Fabien Barthez, un footballeur bien évidemment au volant d'une de tes voitures et puis après qui a volé de ses propres ailes et participé aux 24 heures. Là c'est encore un autre champion du monde, en l'occurrence Valentino Rossi. Quelle qualité faut-il? Quelle qualité dispose-t-il? Il y en a même un troisième, il y a Luc Alphand que j'ai fréquenté pendant longtemps chez Luc Alphand Aventure, qui était champion du monde de descente. On reconnaît. Le point commun, c'est que déjà, c'est des sportifs de haut niveau, très pragmatiques. Alors là, c'est la première qualité qu'ils ont. Malgré ce qu'on croit, ils ne s'enferment pas dans des détails qui peuvent faire perdre du temps. Ils vont droit au but. Et puis, une chose très importante que j'ai remarqué avec tous ces champions, c'est qu'à partir du moment où ils font confiance à l'équipe, ils suivent les consignes, ce qui n'est pas toujours le cas. Je fréquente beaucoup de pilotes pendant l'année et quelquefois, on n'a pas du mal à se faire respecter, mais un peu... c'est pas un problème de crédibilité, c'est juste un problème quelquefois de ménager un peu son ego et d'être au service de l'équipe. Et on voit que un garçon comme Rossi, d'ailleurs sur la prochaine séance, il me laisse les pneus neufs alors que c'est lui qui est là pour apprendre. Donc c'est déjà un très joli geste de sa part. Et on voit que c'est le stade au-dessus. Ouais. Merci Jérôme. On suivra donc la voiture numéro 46 dans Road to Le Mans parmi les 58 voitures engagées, puisqu'il y a des LMP3 et des GT. Et pendant que Bruno Palmé fait le tour du paddock, pour nous recueillir toutes ces interviews, Aurélien Legendre, lui, s'occupe de mettre l'ambiance sur le circuit. On va le retrouver justement, Aurélien Legendre, Aurélien qui va animer toute la semaine l'une des fan zones du circuit et qui nous présente aujourd'hui la Competition Fan Zone. Allez, nous sommes depuis la compétition Fan Zone, l'une des 6 fan zones qu'on peut trouver ici même au sein du circuit des 24 heures, la compétition Fan Zone, pour se tester comme un vrai pilote. C'est ça le but des animations, notamment juste derrière, Samuel va vous montrer la machine Batax. On va en parler avec Wendy et Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour. Alors c'est quoi cette machine? C'est pour tester ses réflexes, c'est ça? C'est ça. On va activer la machine rapidement et les lumières vont passer très rapidement. Il faut appuyer le plus vite possible. Il nous faut un cobaye. Oui. Donc je vais tendre le bras et trouver un cobaye. Oh, cobaye prédestiné. C'est Amanda qui est avec nous. Bonjour Amanda. Bonjour Aurélien, ça va? Ravi d'être avec toi. Tout pareil. Tu vas faire le cobaye, tu vas tester tes réflexes tel un pilote. Tu es prête? Je suis prête, je promets rien mais je suis prête. On y va, c'est parti. Donc il faut appuyer sur les lumières tout simplement. Et c'est parti pour Amanda. Oula, on y va. Ça va? Oui, ça va. Oh, c'est pas la peine de me dire. Le 3, le 9, le 7. Bon, bravo Amanda, en tout cas, elle se débrouille très très bien. Vous pouvez la féliciter à la maison, je pense qu'elle est un excellent pilote. Bravo Amanda. On va la tuer, je vous jure. Autre activité qui vous est proposée, c'est un kart, voilà, pour vous tester sur le circuit des 24 heures. Je suis avec Lucas, c'est absolument formidable. Et je l'ai fait. On a vraiment l'impression d'être sur la piste des 24 heures. Ouais, franchement, avec la VR, on est directement en plein dedans en fait. C'est quoi la VR? La VR, en gros, vous mettez des lunettes sur votre visage et vous allez être en immersion totale, donc vous pouvez tourner la tête où vous voulez. Vous aurez toujours la vue sur le circuit, à droite, à gauche, en bas, en haut. Vous pouvez regarder où vous voulez et vous allez tout le temps être en plein dedans. En plus de ça, le kart, il bouge, il est en simulation dynamique, donc vous êtes vraiment comme si vous étiez sur le circuit, quoi. Et c'est formidable parce qu'on n'aura sans doute jamais la chance de conduire un kart sur la piste des 24 heures, mais là c'est l'occasion. Merci beaucoup Lucas, on vous retrouve ici sur la compétition Fan Zone tout le week-end? Oui, tout le week-end, on est là toute la semaine, du mardi au dimanche. Bon courage. De Tarbes, c'est ça à la base? Du Tarn, à côté de Toulouse.
Amanda, elle a quitté, tout s'est bien passé Amanda? Super, c'était génial, j'ai adoré ce truc. J'essuie tes petites gouttes. Merci beaucoup, on se retrouve bientôt pour voilà, une nouvelle animation au sein des fan zones. Oui. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et Aurélien Legendre qui s'attend évidemment à recevoir beaucoup de monde sur ces fan zones, évidemment avec cette édition à guichet fermé où on attend pas moins de 300 000 spectateurs. Eux aussi s'attendent comme chaque année à faire le plein, bien sûr. Le restaurant du Tertre Rouge, je suis sûr que vous connaissez bien ce restaurant, en face du stade Marie-Marvin, juste avant le rond-point, en haut de la ligne droite, vous savez, des Hunaudières. Et pour 2023, eh bien, l'établissement s'attend encore une fois à un très grand succès. Pascal Brulon avec Étienne Gauthier. Le Tertre Rouge est connu dans le monde entier car vu sur le jeu vidéo du Gran Turismo. Les joueurs sont dans leur voiture, passent devant le virage du Tertre Rouge, on voit la façade du restaurant. Ce restaurant est là depuis toujours. Les gens qui viennent, ce sont vraiment des habitués et ils viennent parce qu'en fait, c'est l'ambiance. C'est vraiment quelque chose de type au Tertre Rouge. On n'a pas l'image parce qu'on a interdiction d'aller au bord de la piste, mais on a le bruit. Et c'est vraiment quelque chose à vivre. Moi, je suis un fan de moto, fan de voiture et c'est vrai qu'on vit la course au cœur, quoi. C'est vraiment excellent. La semaine des 24 heures, on fait le dernier service le jour du pesage, le vendredi midi en haut dans le restaurant à l'intérieur jusqu'à 15 h. Le restaurant est fermé en haut en bord de piste pour question de sécurité. On ouvre un restaurant éphémère de 500 places assises en bas sur le parking. On a un concert mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. Et là, on a vraiment des groupes de rock qui envoient du son. Pendant les 24 heures, on ouvre le matin à 7 h. On fait les petits déjeuners. Je vais diffuser le départ de la course sur un écran géant à l'intérieur de mon Barnum. L'année dernière, sur une année normale, on faisait 600 à 700 repas jour. On a passé 500 kg de côte de bœuf, 600 kg de jambon entier qu'on cuit à la broche devant les clients et on a passé 3 tonnes de frites. En semaine, ici, on est sur une petite formule traditionnelle. On fait un buffet d'entrée avec charcuterie maison, des crudités maison. On a 2 plats chauds au choix ou après, j'ai une carte plat signature. Le petit plateau de fromage pour ceux qui ont encore faim, souvent c'est assez rare, et un petit dessert maison. Et avec ceci, vous avez un quart de boisson qui est compris dedans. Pour 14,40 €, vous avez tout ce que je viens de vous énoncer. Pour 24 heures, on est sur une autre formule, entre 12 et 15 € le plat. Et bon appétit, bien sûr, ça nous donne l'appétit. Difficile effectivement de faire plus près de la piste pour ce restaurant. Là aussi, on va près de la piste encore une fois, mais retournons cette fois à l'intérieur du circuit avec un nouveau bâtiment qui vient de sortir de terre à l'occasion du centenaire, au pied du module sportif, à l'entrée des stands où se situe désormais le nouveau centre médical plus grand que l'ancien centre médical, un véritable service d'urgence pour les premiers soins jusqu'à la réanimation. Et sur le toit, il y a un héliport. Et oui, rien que ça pour évacuer les éventuels accidentés vers les différents centres hospitaliers. Bruno Palmé est l'une des toutes premières personnes, et oui, à avoir pu y pénétrer aujourd'hui. Et vous serez les premiers téléspectateurs à pouvoir la visiter derrière votre écran. Nous sommes actuellement dans le tout nouveau centre médical qui a été inauguré ce matin en compagnie du docteur Rocacher, Fabien, qui est donc le responsable de ce centre qui vient d'être inauguré, on l'a dit, et qui est composé de plusieurs salles. Alors quelles sont les nouveautés justement dans cette nouvelle surface ? La grande nouveauté par rapport à l'ancien, c'est l'hélisurface qui se trouve sur le toit et qui nous permet à la fois de répondre aux exigences des fédérations et de pouvoir évacuer sur des centres spécialisés les pilotes dans un délai plus raisonnable. Alors combien de personnes sont mobilisées, on va dire, pendant cette semaine, en sachant que tous ceux qui sont là sont bénévoles ?
Oui, c'est bien de le rappeler, ils sont tous bénévoles. On a des médecins, des ambulanciers, des infirmiers, des kinés, des logisticiens, des manip radio. Et au final, ça va mobiliser 205 personnes sur l'ensemble de la semaine pour se relayer et faire l'ensemble des vacations. C'est un centre qui est exclusivement réservé aux pilotes et membres de la course, ou vous pouvez aussi accueillir une partie du public si jamais il y a des besoins? Réglementairement, c'est séparé, c'est imposé par la FIA, donc c'est pour le paddock et pour les pilotes. Tout ce qui est côté spectateur est décalé sur le centre médical spectateur, qu'on a la chance d'avoir en dur sur le circuit, c'est rare sur la plupart des circuits. Et donc c'est un prestataire Dockever qui gère le centre médical spectateur. D'accord. Ici peuvent être donc générés les premiers soins en cas d'accident, en cas de malaise, en cas de consultation aussi. Les pilotes peuvent venir consulter, j'imagine? Ici ? Oui, bien sûr. Bien sûr, ils peuvent venir à tout moment, soit de leur propre chef, soit parce que la direction de course les impose, soit parce qu'ils sont accidentés sur le circuit. Même si les pilotes sont bien accompagnés dans toutes les écuries, il y a des kinés ici et ils peuvent également, si besoin se fait ressentir, venir vous voir. Ils peuvent également, on a une équipe de kinés qui sert à la fois pour les pilotes s'ils le souhaitent, mais aussi pour la direction de course ou d'autres personnes où les semaines sont assez longues et ils ont souvent besoin. La perspective d'avoir une course peut-être chaude avec des températures élevées est un souci supplémentaire, j'imagine, pour tous les soignants que vous êtes? Oui, alors plus sur le côté spectateur qui est moins préparé et qui est plus exposé à la chaleur. Alors il va faire très chaud dans les habitacles, ça c'est possible. Alors il y en a une partie où quand même c'est réfrigéré un tout petit peu. Mais voilà, les pilotes ont des vraies conditions physiques et sont quand même habitués à faire ça. Donc il peut y avoir des coups de chaud, mais ça sera plutôt sur la partie spectateur, je pense. Merci docteur et bonne course, bon centenaire des 24 heures. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles aventures dans l'enceinte des 24 heures. Image magnifique de ce nouveau centre donc médical au plus près de la piste, des travaux qui ont évidemment été rendus possibles avec le renouvellement du partenariat avec MMA, la société d'assurance qui s'installe également dans ces locaux à quelques mètres du virage Ford. Regardez. Sur le circuit des 24 heures, en compagnie de monsieur Éric Légulier, directeur général des MMA, dans le nouveau spot du circuit des 24 heures, baptisé M. Alors monsieur Lécuyer, un superbe endroit pour une super vue et qui plus est un PC médical en dessous. Oui, tout à fait. Donc nous sommes très heureux de disposer de cet outil, un centre réceptif sur ce qu'on considère comme être le meilleur spot sur le circuit et qui est associé à la constitution du nouveau centre médical course du circuit. Pour nous, c'était important d'arriver à concilier finalement un espace réceptif mais avec du sens, et la création de ce centre médical pour nous comble. Ce centre a aussi plusieurs objectifs, j'imagine, pour les années à venir, mais déjà dans le présent. Oui, donc en fait le centre médical, lui, évidemment, est destiné à faire en sorte que la course et les 24 heures, mais aussi les autres événements continuent à grandir. Et puis pour nous, c'est l'occasion de pouvoir recevoir, que ce soit des partenaires, nos réseaux, les clients de nos réseaux, nos collaborateurs à l'occasion de séminaires, des décideurs locaux, afin de partager à la fois un moment de convivialité, mais aussi de travailler, puisque c'est aussi un espace où on pense par exemple organiser des séminaires, des moments de vie commune au sein de MMA. Ce partenariat avec l'ACO s'inscrit dans une longue histoire aussi entre les mutuelles du Mans ou MMA avec l'ACO, à l'image du portrait qu'on voit à côté de nous de M. Singer. Oui, tout à fait. Alors, les mutuelles du Mans, dans leur origine, ont bientôt 200 ans. Ce qui est important aussi, c'est que l'ACO a été créé par Georges Durand, qui est en même temps le fondateur d'une mutuelle de la famille MMA, la Défense automobile et sportive, qui avait été créée en 1917 pour soutenir la cause des automobilistes quand ils étaient confrontés à des litiges avec la maréchaussée, l'administration fiscale, ou même avec des tiers à l'occasion d'accidents. Et donc le créateur de l'ACO est le fondateur d'une des mutuelles de la maison. Et donc pour nous, ça fait complètement sens de s'inscrire dans cette longue lignée. Merci. Je vous remercie.
Au cœur donc de ce nouvel espace réceptif des mutuelles du Mans Assurance. Vous le savez, hein, bien sûr, ces espaces réceptifs ou encore ces hospitalités, comme on les appelle, eh bien, font partie des 24 heures du Mans pour recevoir les spectateurs, les VIP ou bien les clients et proches des partenaires ou encore des marques des voitures engagées sur la course. Regardez d'ailleurs avec Amanda Scott et Samuel Morand. Eux, ils ont pu s'infiltrer eh bien, chez Cadillac, regardez. Eh bien, nous voici dans les paddocks, je vous l'ai dit cette semaine. L'idée, c'est de vous faire vivre l'intérieur, les coulisses des 24 heures, du centenaire des 24 heures. Je suis avec Christophe Biot qui nous offre cette exclusivité de pouvoir avoir accès à l'hospitality de Cadillac. Donc c'est vraiment une exclusivité pour vous puisque habituellement c'est fermé au public. Bonjour Christophe, ça va bien? Bonjour, ouais, très bien. On est sur la fin donc ça va mieux. On a commencé ici le 15 mai. Ce que les gens n'imaginent pas, c'est qu'effectivement les 24 heures se préparent très en amont avec un travail pendant 6 ou 7 mois de plans, de correction de plans et de vue 3D pour que les clients soient satisfaits. Et puis à partir de la fin du MotoGP, on commence à monter les structures. Une structure comme celle que vous avez présentée, c'est 111 containers. C'est monté en une 8aine de jours. Et il faudra le démonter après le 12 juin en seulement 4 jours parce qu'on est suivi par le Mans Classique et que le calendrier de la CO nous presse à démonter. Alors comment cela est-il possible ? Eh bien, c'est la collaboration de plusieurs sociétés. D'abord JP Johnson, qui est l'agence de Cadillac, qui travaille sur toute la logistique pour eux. CCMB, qui est le constructeur local de containers, qui nous suit depuis maintenant 30 ans. Et donc la mise en relation de ces deux unités, les plans présentés à la personne que vous avez pu croiser dans les couloirs. C'est important de dire c'est une femme qui est à la tête de... Ouais, c'est une femme qui est à la tête d'une équipe de 160 mécaniciens, Laura, et donc c'est elle qui décide et qui valide tous les plans. Elle va vraiment tout au bout de sa mission puisque celle-ci n'est pas seulement que de faire rouler des voitures mais c'est aussi d'assurer la logistique pour ces 160 personnes. Alors justement en parlant de logistique, c'est vraiment une ville dans la ville. Hein. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette hospitality ? Ah ouais, on y trouve des salles de restaurant pour donc nourrir la presse et les mécaniciens qui travaillent sur les autos. On y trouve des cuisines évidemment qui sont confiées ici à un chef belge qui je crois est étoilé en Belgique. On a toute la partie backstage où on a des chambres froides qui sont conçues spécialement pour l'événement. On a des lingeries, des pressings en fait. Et puis le clou du spectacle, vous avez pu le voir, ce sont les chambres pour les pilotes. On a ici dans cette structure-là 17 chambres puisqu'il y a 16 pilotes sur les voitures et une chambre spécialement pour Laura. Alors justement, on signe le grand retour de Cadillac cette année ? Oui, alors ça, côté sportif, ce sont les moteurs qui vont vrombir samedi et qui donneront le pronostic final. Mais c'est vrai que le groupe GM était présent depuis maintenant 35 ans avec Corvette. Là, c'est le grand retour de Cadillac, effectivement, qui va rivaliser avec les autres constructeurs, Porsche, Ferrari, Peugeot, et qui va offrir certainement le plus beau spectacle qu'on ait connu. Moi, ça fait 32 ans que je fais les 24 heures. Je n'ai jamais vu une telle émotion se dégager du paddock avec toutes ces structures qui sont montées pour une 8aine de jours et tout le monde rivalise d'ingéniosité. Et Le Mans, c'est un des événements les plus médiatiques au monde et on y voit 2000 camions circuler tout au long du week-end. C'est un truc de dingue quoi en fait. Et Cadillac vise la victoire, selon vous ? Cadillac vise la victoire avec Sébastien Bourdet comme pilote Manceau pour le centenaire. C'est vrai que ce serait plutôt sympa. Ouais. Ce serait la classe. Ouais. C'est ce qu'on souhaite, on croise les doigts. Merci beaucoup Christophe. Image rare, hein. On a pu, vous l'avez vu, voir la chambre dans laquelle vont se doucher les pilotes et notamment Sébastien Bourdet, le Sarthois. Cadillac, merci à Cadillac, évidemment, le constructeur américain qui fait son grand retour au Mans donc cette année. Et les États-Unis qui sont à l'honneur, vous l'aurez compris, pour le centenaire, outre LeBron James qui donnera le départ, on vous le rappelle. C'est aussi le retour du 56e stand dédié à une voiture innovante et ce stand sera occupé par une voiture de NASCAR
une compétition majeure du sport automobile américain. Les fameuses courses, vous savez, disputées sur ces anneaux à des allures folles. Écoutons Fanny Colangelo à ce sujet, résidente américaine et d'origine sartoise, qui organise la venue de l'équipage NASCAR. On fait de rencontre en rencontre et là on vient de croiser une nouvelle personnalité du paddock puisque Fanny, qui est donc avec nous, est présente sur les circuits d'endurance et notamment des 24 heures du Mans depuis de nombreuses années et en plus elle a la particularité d'être sartoise. Alors Fanny, quel est votre rôle au sein de cette écurie américaine qui débarque cette année? Donc en fait je les aide au niveau de la coordination tous les jours avec la CO, donc je suis leur point de contact et évidemment la traduction aussi de l'anglais français, français-anglais, donc ça c'est mon gros point pour eux. Donc voilà quoi. Alors c'est combien de personnes? Comment s'est organisé justement le déplacement depuis les États-Unis puisque cette voiture NASCAR en l'occurrence vient pour la première fois ici? Donc en fait c'est eux qui ont tout géré leur logistique, donc ils sont à peu près en équipe, ils sont à peu près 25 personnes. Et c'est eux qui se sont organisés avec des entreprises allemandes, anglaises, pour venir ici, faire tout arriver. Et ils se sont super bien débrouillés. Pour une équipe, pour la première fois, chapeau quoi. Et la voiture, elle est magnifique, c'est excellent. Je suis très contente d'être avec eux. Voilà maintenant au moins une vingtaine d'années que vous parcourez le monde et notamment les 24 heures du Mans puisque vous êtes aussi chez vous. Comment sont perçus justement les 24 heures du Mans depuis les États-Unis, là où vous vivez? Donc c'est énorme. Si je dis que je viens du Mans, pour les gens de la course, tout ça, ils savent où c'est. Et le Mans, c'est même pour les mécaniciens qui ne l'ont jamais fait, ils aimeraient le faire. Et pour eux, donc la NASCAR, qui est vraiment très américain, de venir ici, c'est tout à fait différent. Et ils sont vraiment contents d'être ici, quoi. C'est quelque chose qu'il faut faire, quoi. Ouais. Merci Fanny Angelo pour toutes ces précisions. Bonne course à vous. Et dans les nombreux événements au programme ici dans cette folle semaine du Mans, eh bien, il y avait ce mercredi matin une très belle exposition, une grande exposition place du Jet d'eau au Mans avec énormément de monde. Vous allez le voir. Amanda Scott et Samuel Morand n'ont pas manqué ça, évidemment. Nous sommes au Jacobin, les festivités continuent. Je suis avec Pascal Costa. Ça va Pascal? Ça va bien, nettement mieux maintenant que tout à l'heure, mais ça va. Bon, alors Pascal, moi je suis évidemment une candide. Je connais rien aux voitures et il y a certains téléspectateurs et téléspectatrices qui sont comme moi. Qu'est-ce qu'une supercar, Pascal? Une supercar, c'est les plus belles voitures qui sont généralement aussi les plus chères, celles qu'on ne pourra peut-être jamais se payer à moins de gagner au loto. Et vous en avez une brochette là magnifique. Ça va de la Ferrari, la McLaren, la Aston Martin, il y a l'Audi R8, les Porsche, vraiment il y a tout ce que vous voulez. Il y a un panel de choix merveilleux aujourd'hui. On ne voulait pas faire un petit clin d'œil à une marque, un Sartois, un pur Sartois? Un pur Sartois, un ami, Martial Lauréard, qui m'a ramené sa Ferrari et sa McLaren qui sont vraiment sublimes. Ah, vraiment, j'ai fait faire des tours de circuit avec lui l'autre jour. C'est puissant, c'est phénoménal, c'est vraiment à faire une fois dans sa vie. Et alors combien de voitures réunies ici au global? Parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel d'avoir autant de supercars. Au départ, on devait avoir 200 voitures, on a largement dépassé parce que jusqu'à hier soir, il y en a encore qui sont venus s'inscrire. Il a fallu qu'on pousse un petit peu, qu'on remodèle les parkings jusqu'à minuit, cette nuit, de façon à ce que tout puisse rentrer dedans. Et tout est rentré dedans, tout est exposé, tout le monde est heureux, tout le monde a le sourire, c'est merveilleux. Mais comment on fait pour amener des voitures de cette catégorie-là ici? Parce que c'est quand même... non? Non. Mais non, je fais partie d'un groupe de passionnés, on est tous des passionnés. Il ne faut pas croire que les gens qui ont des voitures qui valent très cher sont des gens qui sont inabordables. Loin de là, moi je me suis fait des amis parmi eux. Mais ils sont tout simples, ils sont en jean basket comme moi, on va se balader, on va faire les courses à droite à gauche. C'est génial, du coup ils nous les partagent, parce que c'est important, nous on n'a pas accès à ce type de voiture, donc c'est quand même un luxe aujourd'hui. Alors ceux qui sont là aujourd'hui, c'est vrai, ce sont des passionnés, c'est vrai qu'on peut en trouver qui soient un peu bégueules et tout, mais ici il n'y a que des passionnés. On est vraiment un groupe de passionnés, on est une association de passionnés et on réunit des gens autour de nous qui nous ressemblent et des passionnés qui veulent faire partager leur passion. C'est ça qui est important, c'est-à-dire c'est
pas le tout d'avoir une belle voiture si c'est pour la laisser dans le garage. Non, eux, ils veulent les faire voir, ils veulent que tout le monde en profite. Et la plupart de ceux que je connais les font monter, emmènent des enfants faire des tours de baptême sur la piste, emmènent des personnes handicapées. Et non, ils ont un cœur vraiment très très grand. Mais c'est ça qui est génial, aujourd'hui on est au cœur de ville, c'est gratuit, tous les gens peuvent admirer ces sublimes véhicules. Est-ce qu'il y a un modèle en particulier où on est fier qu'il soit là, Pascal? Ah, les McLaren, déjà, c'est rare d'en avoir, j'en ai 3 donc... Bah, ça va au niveau des pépettes là? Oui, on va pas se plaindre. Non, j'ai des bons copains. Et pourquoi la McLaren? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Bah déjà parce qu'il y en a une qui a gagné aux 24 heures du Mans, une McLaren F1, et que McLaren, généralement, ils préparent leur voiture, mais avec une qualité au summum, et quand vous l'achetez, vous êtes tranquille, elle est fiable et tout, il n'y a pas de problème. Pas de déception, voilà. Mais bon, il faut avoir les moyens quand même. Ce genre. Oui, il faut avoir les moyens, c'est un peu ce qui me manque. Merci Pascal, merci, c'est génial, merci mille fois, c'est top. Et lors de cette exposition, eh bien, un pilote constructeur monceau bien connu était à l'honneur. Je parle d'Yves Courage qui a reçu, vous allez le voir, eh bien, la médaille de la ville du Mans des mains de Stéphane Le Foll, le maire, qui a salué les 30 ans de passion autour des 24 heures d'Yves Courage, justement. Yves Courage, la première voiture consacrée pour les 24 heures du Mans avec Yves Courage Compétition. Eh bien, c'était en 1982. Il était passé tout près de la victoire. En 95, on s'en souvient, en terminant sur la deuxième marche du podium. Justement, on va écouter Yves Courage. Vous savez, ce qui fait le plus plaisir, il y a toujours un sujet dont on parle très peu, c'est d'avoir réussi à créer une équipe et à faire en sorte que ce soit aussi leur projet. Et là, quand vous réalisez quelque part modestement que vous avez emmené des gens les gens ont toujours besoin d'objectifs, ont toujours besoin de croire à un projet. D'ailleurs, souvent au service du bien ou du mal, mais les gens ont besoin de croire en quelque chose. Et quand vous vous dites que vous avez fait adhérer des gens comme ça, qui se sont complètement investis, c'est une belle récompense. En bref, dans les autres événements du centenaire, eh bien, Le Mans fait son cinéma en plein air. Vous allez le voir, dans le cadre de ces animations liées au centenaire des 24 heures du Mans, le département de la Sarthe proposait donc la projection de 2 films, Le Mans 66 et Michel Vaillant à l'abbaye de l'Épau. Cadre, vous le voyez, magnifique pour voir ces 2 films, tous aussi splendides. Pas très loin de l'abbaye de l'Épau se tenait également une soirée pré-centenaire du côté de Télocher, mais également à Sillé-le-Guillaume, salle comble pour cet événement organisé par le département de la Sarthe. Parmi les intervenants, Yves Courage, notamment ancien pilote sartois et constructeur automobile qu'on vient d'entendre. Et puis, une bonne nouvelle du côté de l'avenue du Général Leclerc avec la restauration de la statue d'Amédée Bollé en face de l'autogare, de quoi mieux mettre en valeur évidemment le constructeur automobile. Une statue en cache une autre. Si vous habitez au sud du Mans, vous l'avez forcément vu, une statue du département de la Sarthe installée sur le giratoire des Unaudières, juste devant Antares. Elle représente les tracés du premier circuit et du circuit actuel. C'est l'œuvre de Mathieu Roussel du studio Gazagla. Là aussi, vous n'avez pas pu le manquer. Eh bien, ce sont les tramways du Mans qui se sont habillés pour le centenaire, covering complet des 8 rames de tram. Opération comprise dans le budget de la ville du Mans concernant les animations autour des 100 ans des 24 heures. Vous l'aurez compris, eh bien, le centenaire, tout le monde le fête en Sarthe. Même la Poste, eh oui, la Poste qui a décidé d'éditer plusieurs timbres à l'effigie des 24 heures du Mans. Reportage de Pascal Brulon avec Brittany Gresslin. On est aujourd'hui à la date historique des 100 ans des 24 heures du Mans. Donc pour la Poste et pour les philatélistes, il était important que le timbre sorte le jour exact de la célébration du 26 mai, qui était la date correspondante à la première course il y a 100 ans. La genèse, c'est une mise en contact avec les équipes de l'ACO il y a plus de 3 ans. On leur a demandé de candidater, de déposer un dossier qui est ensuite examiné 2 fois par an par une commission philatélique qui est présidée par le président de la Poste. Le sujet a été présenté il y a maintenant plus de 2 ans.
et a été retenu pour être au programme philatélique de 2023. On s'est vite rendu compte qu'un seul timbre ne suffirait pas. Et donc on est très vite parti sur ce qu'on appelle un bloc philatélique, donc un bloc de 4 timbres. Il y a effectivement chaque année une cinquantaine de timbres du programme philatélique. Alors comment reconnaît-on un timbre du programme philatélique? En fait, il porte la lettre phi grecque majuscule sur un coin de ce timbre, il porte sa valeur faciale, et c'est ce qu'on appelle un timbre gommé, c'est-à-dire un timbre qu'on lèche, contrairement à tous les timbres adhésifs que vous pouvez trouver dans les bureaux de poste, qui sont des timbres autocollants. On a fait un bloc de 4 timbres, 3 sont rectangulaires et reprennent des étapes de la course où on voit des voitures de nuit avec des commissaires de course, de jour, le public. Et puis, comme vous voulez faire ressortir le temps qui passe, on y a ajouté un timbre rond, qui est une aspérité un peu originale et assez rare, puisqu'on sort un timbre rond tous les 5 ou 6 ans, en y mettant une dentelure tout autour, de façon à faire ressortir le principe du chronomètre et du temps qui passe sur ces 24 heures. Puis, il y a aussi une autre aspérité, de l'embossage, puisque le terme de 24 heures sur le bloc est embossé, c'est-à-dire qu'il est en relief. Et un peu, c'est inspiré de ce qu'on fait pour la carrosserie d'une voiture quand on veut designer un véhicule. Le principe du collecteur, ce sont des timbres autocollants. Il y a un premier collecteur de 8 timbres qui reprend le circuit dans sa globalité avec 8 affiches emblématiques des époques. Et puis un deuxième collecteur de 4 timbres qui reprend l'affiche de 1923 et l'affiche de 2023 pour faire le lien entre la première course et la course de cette année. Il y a un tampon spécifique, un timbre à date qui a été réalisé qui vous permet d'oblitérer votre courrier avec la date d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui dans l'enceinte du circuit et aujourd'hui et demain dans le bureau de poste du Mans, République. Pour la CO, en fait, le bloc de 4 timbres, il y a 400 000 exemplaires, donc à peu près 1 600 000 timbres en réalité, auxquels il faut ajouter environ 300 000 timbres qui sont les collecteurs qui sont associés à ça. Donc on peut dire qu'on est à peu près à 2 millions de timbres sur le sujet de la CO. On pense qu'entre quelques semaines et quelques mois, effectivement, l'intégralité de tous les produits seront partis. De toute façon, le principe philatélique, c'est qu'au bout de 12 mois, nous les retirons du marché, qu'ils soient vendus ou pas. Allez, partons à présent à la rencontre d'une institution au sein des 2000 commissaires des 24 heures du Mans. Lucette Péan, surnommée Lulu, va participer à sa dernière année en tant que commissaire. Il s'agit de la première femme commissaire au Mans, rendez-vous compte. Et puis nous découvrirons également l'un de ses collègues commissaires, Jean-Marc Bouilly, grâce à Bruno Palmé, Amanda Scott et Étienne Gauthier. Bon, avec Bruno, on avait envie de rendre hommage aux bénévoles parce que les bénévoles, sans eux, il n'y aurait pas de course. On est bien d'accord, Bruno? Ah oui, complètement. Les commissaires, les bénévoles, tous font que les 24 heures du Mans existent, perdurent dans le temps et sans eux, évidemment, il n'y aurait pas de course automobile au Mans, en France et ailleurs. Bon, donc du coup, honneur aux dames, parce qu'on va vous conter 2 jolies histoires, mais on va commencer par Lulu. Lulu, c'est tout un programme. Lulu, c'est une figure connue des 24 heures du Mans, bien sûr. Elle s'appelle Lucette Péan. Et on est l'année du centenaire, mais c'est une année aussi spéciale pour Lucette Péan, parce que je crois savoir que c'est sa dernière édition. Donc Lucette, j'imagine qu'il y a un peu d'émotion à l'idée de quitter les copains, même si ce n'est pas définitif, tu les reverras de temps en temps, mais quand même. Oui, bien sûr que ça va être compliqué pour moi parce que j'habite pas très loin du circuit en plus. Mais bon, je resterai quand même un petit peu pour les roulages la semaine. Ça me permettra quand même de continuer à avoir des copains et surtout les pilotes. Parce que vu les messages qu'il y a eu sur Facebook, il y a beaucoup de pilotes qui me disputent parce que j'arrête. Mais il faut savoir s'arrêter. Donc Lucette était au poste numéro 1, c'est-à-dire juste à la sortie de la voie des stands. J'imagine que des souvenirs, des anecdotes, on a plein la tête. Des souvenirs, j'en ai beaucoup, mais après, un spécifique, non. Non, les pilotes, ils me font coucou quand ils sortent des stands ou ils font des appels de phare. Mais à part ça, tout se passe très très bien. Le fait d'avoir été commissaire de piste, c'est une suite logique, parce qu'on le sait, tu as piloté en course de côte, tu as également été copilote en rallye. C'était une évidence pour toi ? Disons qu'au début, c'était monsieur Marcel Martin, qui venait de temps en temps dans mon établissement que vous avez connu, Bruno. Et quand je leur ai dit que j'allais arrêter, ils m'ont dit « Mais Mme Péan, pourquoi vous ne viendriez pas en tant que commissaire ?» Et j'ai répondu en rigolant « Vous m'avez vu avec vos petits drapeaux à la... voilà ». Et puis ils m'ont tellement bien insisté que j'ai passé l'examen. Mais je peux vous dire que l'examen, j'étais la première femme en France, ils ne m'ont pas fait de cadeau.
Parce que là, il fallait faire des pompes, il fallait faire beaucoup de choses que maintenant, ils ne font plus. Alors est-ce qu'aujourd'hui justement il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent et qui veulent devenir commissaires de piste parce que j'imagine que c'est une denrée rare? Ah, il y en a quelques-uns, mais bon, l'âge est quand même assez élevé malheureusement. Hein. Et c'est compliqué aussi pour les jeunes maintenant avec le travail qu'il faut qu'ils aient, donc c'est compliqué. Pour ta dernière édition, quel est ton favori pour la course des 24 heures? Ferrari, Porsche, Cadillac? Ça a toujours été au Porsche, moi, puisque j'avais une Porsche, donc c'était toujours les Porsche. Merci pour tout ce que tu as pu faire pour les commissaires aussi et puis pour les 24 heures du Mans. Tout le monde s'en souviendra et puis on aura encore plaisir à te croiser dans les allées du paddock. Moi je suis avec Jean-Marc Bouilly. Jean-Marc, comment ça va? Très très bien, merci. Alors Jean-Marc, nous on représente quel poste? C'est le poste 33 je crois. Le poste 33, c'est le virage du karting. C'est celui qui est en bas du virage du virage Porsche, pardon. Alors il y a une spécificité chez vous, c'est qu'il n'y a pas que des Français dans ce poste. Non, tout à fait. J'ai une équipe, une équipe France, une équipe hongroise, des Hollandais. Et cette année, nous avons un Espagnol avec nous. Un Espagnol qui est venu se perdre chez nous? Oui, mais c'est ça l'Europe. Bravo. Non, c'est fantastique. Alors justement, même punition, un peu même question qu'à Lulu. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes pour les motiver, pour venir? Parce que je crois savoir quand même qu'il y a beaucoup de commissaires qui attendaient ce centenaire avec impatience pour tirer leur révérence, d'une certaine manière. Alors déjà, la passion, il faut avoir la passion du sport mécanique. Après, c'est un esprit d'équipe, on devient une famille, il ne faut pas l'oublier. Généralement, une fois qu'on a mis le pied, on ne ressort plus, c'est fini. Vous êtes combien au global? Alors au global, nous à notre poste, cette année, nous sommes 37 commissaires. Et ça va de quel âge à quel âge? Ça va de 18 ans à 67 ans. 18 ans ça va, donc la relève est là quand même. La relève est là, ah oui, moi je suis content, depuis l'année dernière, j'ai 3 jeunes qui sont arrivés, j'en ai encore 2 cette année. Un petit coup de sang neuf dans une équipe, ça fait toujours du bien, mais tout le monde est heureux d'avoir des nouvelles arrivées. Mais je pense qu'il y a des jeunes gens qui se disent qu'il y a des critères particuliers à remplir, est-ce que c'est vrai ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, il y a juste à s'inscrire, passer les épreuves, les examens, et voilà. Après, choisir son équipe, si on connaît du monde, sinon on tombe au hasard, et voilà. Mais ça se passe bien chez nous. Moi, Lulu, elle m'a inspirée, parce que je me dis, première femme à être commissaire de piste, je me dis, je serais pas mal dans l'uniforme orange, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais très très bien, moi je vous prends tout de suite. Bon bah c'est bon, je suis embauchée au poste 33 moi, c'est bon. Il n'y a pas de chômage chez nous. Je signe où? Dans mon dos. D'accord. Merci Jean-Marc. Merci. Top. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de Centenaire au cœur, toujours sur les antennes d'LMTV Sarthe. On plonge à présent, on fait un bond en arrière dans le rétroviseur. On va regarder et jeter un œil, vous le savez, du 1er juin au 2 juillet, le musée des 24 heures du Mans accueille 86 voitures ayant participé à la course mythique, dont 65 modèles tout de même qui ont gagné cette épreuve. Qui d'autre évidemment que Bruno Fantastic, la voix des 24 heures du Mans, la Bible de l'endurance au Mans pour nous narrer les plus grands exploits, les plus grandes anecdotes également. Voici le 3e numéro de Fragments de la grande exposition. Direction cette fois les années 70 dans ce 3e épisode avec Bruno Fantastic et Basile Giraudet. Virage dans les années 70 aux 24 heures du Mans, ça commence par 2 victoires de Porsche avec les fabuleuses Porsche 917. Et puis enfin, la France avec Jean-Luc Lagardère retrouve le goût de la victoire avec Matra, les fameuses 3 glorieuses. 1972, 1973, 1974. 1974 avec la 670B et son moteur V12 qui en a, j'ai envie de dire, déchiré des tympans. Mais là, ça n'est que du bonheur. Et puis, effectivement, après 74, Jean-Luc Lagardère met fin assez brutalement au programme Matra. Premier choc pétrolier, mais quoi qu'il en soit, c'est effectivement avec John Wyer qui a déjà fait gagner justement les Ford GT40 en 68-69 que va arriver cette voiture, la Gulf Ford, qui va gagner en 1975 alors que au 24 heures du Mans, on joue pour la première fois la carte de l'économie avec la notion de consommation de carburant limitée, mais ce qui n'empêche pas Jack Hicks et Derek Bell de gagner la course. Ces deux-là, on va continuer d'en parler un tout petit peu plus tard. Mais 1976, ça change. Un constructeur français revient aux 24 heures du Mans pour tenter de battre Porsche. Match sur 3 années.
1976, 1977, 1978. Il ne faut pas avoir peur de dire d'ailleurs que le match Renault-Porsche, Porsche-Renault est l'équivalent à l'automobile en intensité des matchs France-Allemagne de football. Hein. C'est exactement pareil. 1977, cette voiture avait une sœur, la numéro 3. Jackie X, Henri Pescarolo se partagent la numéro 3, mais ça commence très mal chez Porsche. La 3 sur le coup de 18h coule une bielle, bref, casse un moteur, abandonne. Et comme chez Porsche, on a toujours très bien su lire les règlements, Jackie X passe de la 3 à la 4 et donc devient titularisé sur cette voiture en accompagnement de Jürgen Barth et de Hurley Haywood. Les Renault caracolent en tête, cette Porsche qui a connu des problèmes d'alimentation, oh là là, elle est loin dans le classement, après la 40e place. Jackie X va se sublimer pendant la nuit. C'est même d'ailleurs, lui il le dit, alors qu'on a tous été marqués par l'arrivée héroïque de 69, sa grande année au Mans. Il va piloter des heures et des heures pendant la nuit, un petit crachin, ça ne l'empêche pas. Et il gagne les 24 heures du Mans avec cette voiture après l'abandon de la dernière Renault en piste au petit matin le dimanche. Un exploit absolument exceptionnel et on pourrait encore en parler longtemps. 1978, Renault aussi qui rêve clairement de F1. D'ailleurs, on a eu aussi les premières Renault F1 avec la fameuse Yellow Teapot depuis Silverstone 1977 et un certain Jean-Pierre Jabouille. Donc 1978, Renault se doit de gagner Le Mans. LRJ, franchement, il met les moyens avec 3 et même 4 voitures, mais 3 voitures vraiment aux couleurs de Renault de l'époque. La numéro 1 avec Jean-Pierre Jabouille et Patrick Depailler qui caracole en tête, qui domine allègrement les Porsche. Et puis qui, malheureusement, au petit matin, le dimanche, va, après le virage de Mulsanne, casser. Et là, c'est l'angoisse chez Renault. D'autant que Jackie X est toujours là, très près, mais en deuxième position. Parce qu'effectivement, en 1978, après l'abandon de la 1, c'est la 2 qui va passer numéro 1 du classement. Avec 2 pilotes absolument géniaux, Didier Pironi et Jean-Pierre Jossuet. Alors on va s'autoriser à s'approcher pour ici regarder. Alors vous voyez, à l'époque, en 78, on a déjà les premières antennes pour tenter d'avoir des connexions encore plus rapprochées avec le pilote. Mais ici, celle qu'on appelait la bulle, qui était faite pour rendre la voiture encore plus aérodynamique dans les Hunaudières, donc elle est plus vite que les Porsche, mais qui a eu un effet, c'est que là, ça a développé un petit peu comme une serre en fait à l'intérieur de la voiture, un sauna. Didier Pironi, tellement épuisé à l'arrivée, déshydraté, sera même contraint à une réanimation cardiaque avant d'arriver enfin, quand vous regardez les photos, vous le voyez torse nu sur le podium après avoir récupéré et accompagné Jean-Pierre Jossuet. Une très grande victoire, celle de Renault aux 24 heures du Mans 1978. Bruno Van de Stick qu'on pourrait écouter comme ça pendant des heures. 3e et 4e épisode donc de fragments de cette belle exposition. Soyez là évidemment ce jeudi pour découvrir le 4e et dernier épisode. Aurélien Legendre est lui aussi parti à la chasse au trésor des 24 heures du Mans. Armel Labbé, un antiquaire de la Chartre sur le Loir, l'a aidé pour dénicher ces belles pièces de collection. C'est le 3e épisode d'Automobilia avec Aurélien Legendre. Allez, bienvenue à tous dans ce 3e rendez-vous Automobilia, le rendez-vous antiquité et brocante consacré cette semaine évidemment aux 24 heures du Mans avec le spécialiste de la question. Il est là, c'est le grand Armel Labbé. Ça va Armel? Ça va très bien Aurélien. Bon, ce soir on va parler transformation d'une Mini Austin pour démarrer en banquette, c'est ça? Eh oui, c'est surprenant. Hein. C'est génial. Ça a été fait il y a une dizaine d'années par Benoît Cochard de Custom Design La Chartre-sur-le-Loir. Alors, on rassure tout le monde, la Mini Austin, elle était cassée. Elle ne marchait plus. Voilà. Donc il a fallu la réparer, il a fallu la relooker et il a fallu la donner un cellier pour faire 2 banquettes. Et on est vraiment dans la seconde vie. Cette banquette a été vendue et est partie chez un passionné d'automobile, de Mini Austin, et est donc partie à Lyon pour une deuxième vie. On sait le prix que ça a coûté? Je crois qu'on est sur 4 000 € pour les 2 banquettes. Ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment très joli et ça peut faire la différence
à la maison pour une très jolie déco quand on aime notamment les 24 heures du Mans. Autre transformation, c'est cette fois-ci celle d'un forgeron. Alors là aussi, c'est formidable. Oui, Metal Creation Design, Ludovic Janin, qui lui est parti d'un siège d'une voiture américaine qui s'appelle... Une Plymouth Barracuda. Voilà, c'est très très bien. Alors là aussi, il a pris juste les sièges de la voiture et puis il a constitué une structure en métal pour réceptionner ces sièges. Donc ce qui fait que ces sièges peuvent être retirés de la voiture si besoin. Et, il a fait d'autres créations, je crois. Oui, il a fait une pendule, peut-être pour ton appartement. Eh ben pourquoi pas. Alors c'est une jante de moissonneuse. C'est vrai que c'est joli. Bon, c'est juste un petit diamètre de 80 cm. Je ne suis pas sûr que ça soit valable pour ton appartement, mais plutôt pour un loft. Je sais qu'il y a des lofts en ça. Bah ouais. Donc, avis aux amateurs. Donc ceux qui sont intéressés, c'est Ludovic Jamin, c'est ça? Oui, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une pièce automobile, vous allez voir Ludovic et il peut vous proposer de créer un mobilier avec vos restes de voiture. Alors prix de la banquette, 1 200 € pour ceux qui sont intéressés, et puis la jante en pendule, c'est 500 €. Voilà, c'est bon. Autre découverte autour évidemment des pépites de Broc sur ce sujet de l'automobile, une calandre du Jaguar qui est juste en dessous là, regardez messieurs dames. Alors ça montre qu'il faut chiner partout. La petite école, c'est vraiment pas le lieu du tout où on s'attend à voir des pièces automobiles et pourtant si Jean-Luc Jérôme, eh bien, il nous a déniché cette calandre qui vient d'une Jaguar. Alors peut-être qu'on peut la poser contre un bar pour faire, c'est ce qu'avait fait Frédéric Plein d'ADMO qu'on a parlé il y a peu de temps. Eh bien il avait fait un bar à partir de calandre, il avait rajouté des petits phares et ça devenait un bar automobile. Et puis il y avait aussi cette petite pièce. Alors là c'est un aileron décoratif, cette fois-ci d'un Chevrolet. Il est caché derrière moi. Regarde, c'est joli, hein, c'est un joli objet. Alors en faire quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas ça vient d'une Chevrolet, petit aileron de voiture, parce qu'à l'époque on aimait bien rajouter des pièces comme ça pour ornementer ces belles... Aux gens d'être imaginatifs et créatifs pour son utilisation à la maison. Voilà, mais juste posé. Voilà. Donc c'est très joli dans un bureau, dans un salon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt sympathique? Eh bien oui, donc voilà, n'hésitez pas à aller. Donc on rappelle l'endroit où on peut Jean-Luc Jérôme, la petite école, formidable créateur. À la Chartre-sur-le-Loir, le village des antiquaires et des brocanteurs, dont Armel Labbé bien évidemment. À demain Armel. À demain Aurélien. À demain. Allez, c'est à présent l'heure de découvrir un nouveau portrait. Aujourd'hui, c'est au tour de Ludovic Chevreau, un jeune passionné qui est à l'origine de l'événement Bret Classic, événement organisé il y a quelques jours autour des 24 heures du Mans. C'était d'ailleurs la 3e édition. Un reportage signé Laure Girard. Depuis ce matin, depuis qu'on a ouvert, j'arrête pas. Ludovic Chevreau est le président de Bret Classic, rassemblement de voitures de collection à Bret-les-Pins. 3e édition en ce dimanche 14 mai 2023. Cet événement, c'est l'aboutissement de sa passion pour la collection automobile. Après avoir participé à Marson Classique et d'autres événements en Sarthe, j'ai acheté cette voiture qui est derrière nous, qui est, on va dire, le commencement de la découverte du monde de l'automobile à travers la Sarthe. D'une passion finalement? Une passion qui a commencé en étant petit, on va dire pratiquement de naissance, étant né le 20 juin 92, donc pour l'édition 92 où il y a eu la victoire de Peugeot. Mais ça, vous l'avez pas vécu, on vous l'a raconté. Oui, ça je l'ai pas vécu. Voilà. Et vous avez des voitures? Et j'ai des voitures. Au nombre de 3, mais j'en ai que 2 présentes ici. Celle-là derrière nous, pourquoi elle est importante pour vous? C'est celle avec laquelle j'ai commencé à participer à ces événements. Donc c'est une Opel Tigra de 1,4 litre CSV de 99. Donc un modèle Youngtimer. Donc les futurs collectors qui vont bientôt arriver dans le domaine de la collection. Il y a des tigres par rapport à son nom. Donc Tigra, tigre, voilà. Et je l'ai renommé Tigrou. J'ai que des voitures qui ne sont pas très chères. Ça marche au coup de cœur. Voilà. Après, on peut commencer à collectionner des voitures à partir de 1000, 2000 €. Et on peut commencer à venir dans le monde de la collection avec des petits budgets. Le circuit pour Ludovic, c'est la course, mais aussi le Mans Classique, bien sûr. Pour le Mans Classique, je n'ai pas forcément de voiture éligible, enfin actuellement.
Il y a la Jaguar qui est à côté de nous, qui est éligible, et la Pontiac, mais pour l'instant, elles sont toutes les deux en cours de restauration. Donc, pour l'instant, cette année, je ne participe pas à Le Mans Classique. Mais pour la prochaine édition, je serai normalement présent avec une des deux voitures. Brett Classic est un rendez-vous qui rassemble plus de 400 voitures cette année et c'est son idée. Car Brett-les-Pins est au milieu du circuit des 24 heures, pas sur le tracé. Alors le jeune homme voulait valoriser sa commune d'origine aux yeux des Sartois quelques jours avant la course. Moi, ça me fait chaud au cœur d'avoir une compétition comme ça dans le département, connue mondialement. Il faut bien passer qu'il y a beaucoup de pays représentés, c'est diffusé dans le monde entier. Et ça nous permet de faire découvrir la Sarthe dans le monde. Personnellement, je regarde la course comme la plupart de tous les Sartois, soit en étant sur le circuit ou à la télé ou par la radio. Moi, je vais au virage de Mulsanne et après, je fais souvent mon Séambulin. Voilà, qui est un peu moins connu, qui est un peu en retrait le samedi matin. Si je suis libre, j'y vais faire un petit tour, voilà, soit en simple visiteur, soit avec les voitures. Et d'ailleurs, Ludovic invite tous les passionnés à se rendre sur ces événements organisés par des bénévoles autour du circuit. Et nous poursuivons notre page rétro. On vous propose de revenir sur le salon Rétromobile 2023. Justement, pourquoi? Eh bien, d'abord parce que le salon faisait son grand retour à Paris après le Covid-19. Deuxième raison, eh bien parce que le nouveau directeur est sartois. Et oui, on n'est pas chauvin sur LMTV Sarthe. Et troisième raison, eh bien parce qu'il y avait un hall réservé exclusivement au centenaire des 24 heures du Mans. Laure Girard nous raconte tout cela dans ce reportage. Le Mans, la course et notre histoire locale sont partout présentes au Salon Rétromobile 2023, porte de Versailles. Avec pour commencer notre visite, la merveilleuse Obéissante, premier véhicule routier à vapeur exposé toute l'année au Musée des Arts et Métiers de Paris et que l'on doit au célèbre Sartois Amédée Bollé. Et donc Amédée Bollé a conçu l'Obéissante au début des années 1870 et il a mis 1 an à concevoir ce véhicule qu'il a fait breveter en 1873 au Mans. Il pouvait atteindre 40 km/h, il avait une vitesse de croisière, disons, aux alentours de 30 km/h. Sachant qu'il fait 4,8 tonnes, ce qui est conséquent. C'est un véhicule qui a notamment fait son trajet inaugural du Mans à Paris. Il est arrivé à Paris de façon un peu surprise parce qu'il n'y avait pas d'autres véhicules comme lui à l'époque. Et ça a été une telle surprise et une telle cocasserie d'une certaine façon que c'est un véhicule qui s'est pris à un certain nombre de contraventions lors de son entrée dans Paris. Contraventions qui ont pu par la suite être transformées suite à une sorte d'opération séduction auprès du préfet de Paris qui est monté dans le véhicule et tout ça s'est réglé à l'amiable par la suite. L'histoire retiendra le chiffre de 75 contraventions pour ce voyage inaugural. Direction le stand de l'ACO où notre regard se pose sur la Chenare Walker, victorieuse des toutes premières 24 heures du Mans en 1923. L'une des nombreuses voitures mythiques exposées au salon dans le cadre du centenaire de la course. Lundi, on a eu la chance de faire une parade, notamment avec cette Chenare Walker de 23 dans Paris, escortée par la garde républicaine. C'est pas vous que je vais l'apprendre, Le Mans a toujours été une épreuve mythique, une épreuve dure, une épreuve où les constructeurs, quelle que soit leur taille, et même les artisans sont venus tester des nouvelles technologies. On a 2 expos qui sont ici à Rétromobile. Une première expo où on met en avant justement les Français qui ont brillé. On a évidemment du Peugeot 905, la toute nouvelle 9X8. On a aussi de l'Alpine, on a aussi de l'artisan, du Pescarolo, du Rondo, etc. Et dans le hall 2, on a également une deuxième expo sur l'innovation du Mans. Alors j'ai été moi-même à une époque
Manceau. J'ai habité dans le centre-ville du Mans et travaillé à l'époque pour Luc Alphand qui était installé au Technoparc. Donc effectivement, je garde un excellent souvenir du Mans, je suis passionné de l'épreuve. Anecdote, le directeur du salon a aussi travaillé plus d'une décennie pour la marque de lubrifiant Motul, l'un des acteurs techniques de la course, y compris dans le cadre du centenaire. Et c'est sur une parfaite copie d'un stand de 1954 que nous retrouvons les représentants de la marque. C'est la première année où Motul a commencé à inscrire son histoire commune avec les 24 heures du Mans. 1954, c'est aussi l'année où Motul a inventé le premier lubrifiant multigrade. S'ensuit également l'année 1971, année charnière pour Motul, puisqu'on a inventé le premier lubrifiant 100% synthétique, qui est la Motul 300V. Et en fait, qu'est-ce qui nous lie avec Le Mans? C'est l'innovation justement au fil de ces années, puisque la course du Mans, l'endurance a toujours été pour Motul, pour la marque Motul, en fait, un laboratoire à ciel ouvert. Des marques, mais aussi des associations de passionnés, comme le 205 GTI Club de France, qui fête les 40 ans de la 205 en juillet 2023, notamment chez les concessionnaires de l'Ouest, et ils sont au salon Rétromobile pour le faire savoir. On a les concessions Clara, qui nous font, dans toutes leurs concessions, des animations. Les particuliers sont invités à venir donc, en concession avec leur 205 pour partager la passion avec des gens, nous, du club. Le 205 GTI Club de France sera présent dans quelques concessions. Enfin, l'histoire est en marche avec cette classe d'élèves en CAP et Bac Pro maintenance des véhicules. Lycée professionnel Jean-Albert Grégoire de Soyaux, près d'Angoulême. Deux jambes, les deux jambes, tu glisses en dessous. Glisse en dessous. Voilà, maintenant tu te lèves. François Granet, responsable communication mission H24 de l'ACO, partage sa passion pour les mobilités de demain avec ses futurs mécaniciens. Ils viennent découvrir ce qu'était l'automobile hier et ce qu'elle sera demain, notamment avec ce qui derrière moi est installé, posé là à Porte de Versailles, le prototype électrique hydrogène, l'un des prototypes à propulsion électrique hydrogène du programme Mission H24. Ce programme, joint venture de projet entre l'Automobile Club de l'Ouest et Green GT, qui prépare l'arrivée de la catégorie réservée aux prototypes de course à propulsion hydrogène aux 24 heures du Mans, à horizon 2024, 2025, 2026. Bref, quand les constructeurs vont commencer à entrer dans cette catégorie, soit avec des véhicules à pile à combustible à hydrogène, soit avec des véhicules à groupe motopropulseur thermique hydrogène, puisqu'aujourd'hui les solutions technologiques hydrogène sont ouvertes. C'est l'occasion ici à Rétromobile de montrer que les 24 heures du Mans ne s'arrêtent jamais de promouvoir les technologies de rupture pour faire avancer non seulement le monde de l'automobile et des mobilités, mais aussi la société en général. Porte de Versailles cette année, c'est un centenaire que l'on célèbre, mais aussi toute l'histoire des mobilités. Et cette émission est maintenant terminée. Évidemment, j'ai du boulot si je veux faire le signe d'arrivée avec le drapeau à damier. On se retrouve ce jeudi à 18h30 avec encore une fois le 4e numéro de Centenaire au cœur et puis une multitude de reportages et de documentaires exclusifs réalisés par nos équipes. On parlera notamment avec nos invités de l'épopée Rondeau. On sera aussi en direct du circuit des 24 heures du Mans avec Bruno Palmé pour parler des essais qualificatifs. Programme alléchant donc, on a déjà hâte de vous retrouver. Salut!